Il y a tout un faisceau d'éléments, d'arguments, qui a concouru à faire émerger non seulement le concept de perturbateurs endocriniens, mais surtout leur implication dans un certain nombre de maladies endocriniennes de l'enfant. Alors moi, je vais me limiter maintenant aux malformations génitales, mais il y a d'autres impacts des perturbateurs endocriniens pendant la vie fœtale. Alors le premier élément, comment avons-nous évoqué l'implication des perturbateurs endocriniens dans cette pathologie? Il y a eu d'une part, quand j'évoquais la convergence d'éléments, les premiers ont été les observations de la faune, tous les représentants, qu'il s'agisse des poissons, des reptiles, en allant aux oiseaux, aux mammifères, enfin tous présentent des signes de dévirilisation. Et ces signes de démasculinisation ont été démontrés comme relevant une concentration extrêmement élevée, 5 à 10 fois supérieure à la normale, de certains pesticides dans le tissu adipeux de ces animaux. Donc on a fait une relation entre la dévirilisation et les perturbateurs endocriniens. La deuxième série d'éléments s'est inscrite dans un contexte épidémiologique. Nous observons de plus en plus d'enfants porteurs de malformations génitales, et ceci est un véritable problème de santé publique. Et dans tous les pays, il y a des registres par exemple, ces ambiguïtés sont plus fréquentes, ou ces malformations plus fréquentes dans les pays où l'agriculture intensive est importante, par exemple le Danemark versus la Finlande, donc des arguments importants. Et puis le dernier, qui a été évoqué sans doute par d'autres, les données expérimentales, aussi bien chez l'animal, et mon équipe a montré il y a plus de 10 ans que dans des lignées humaines stables, on était capable de détecter des activités estrogénomyotiques d'une multitude de perturbateurs endocriniens et anti-androgènes. Et je vais vous livrer deux infos qui sont entièrement nouvelles. La première concerne l'hypospadias. Nous avons conduit un programme hospitalier de recherche clinique dans le sud de la France, et les résultats préliminaires montrent, premièrement, que l'hypospadias du nouveau-né entre 4 villes universitaires, 4 CHU, l'hypospadias ne cesse d'augmenter. C'est la non-malformation des bourrelets génitaux. C'est une malformation de la verge, et qui est androgénodépendante, et qui est vraisemblablement en relation avec des perturbateurs endocriniens qui bloquent la fonction androgénique. Et donc, nous observons dans nos résultats préliminaires une prévalence extrêmement forte en systématique. C'est-à-dire qu'on examine tous les nouveau-nés de 4 CHU, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Donc, une augmentation de la prévalence qui est tout à fait significative. Et nous avons, à partir d'un questionnaire validé par les projets européens, pu mettre en évidence qu'il y a plus du tiers, ce sont des résultats préliminaires, plus du tiers de ces enfants sont nés dans un environnement parental qui est contaminé. Donc là, c'est une preuve, bien entendu, il s'agissait d'une étude cas témoin. Mais les résultats préliminaires au bout de quelques mois montrent à l'évidence une relation très forte entre l'environnement et le développement de l'hypospadias. Quand nous arriverons à démontrer qu'il y a une augmentation tout à fait significative de ces malformations génitales, des maladies endocriniennes, des retards de croissance, des troubles psychologiques, des avances pubertaires, je crois qu'enfin, il y aura une prise de conscience non seulement de la population, qui est en augmentation régulière, mais également des médecins, et relais, qui feront le relais, voire pression sur les politiques. Oui, je pense que c'est l'accumulation de données objectives, publiées dans de belles revues, qui sera à même d'entraîner des modifications de comportement de nos sociétés, oui.